Alex, Quoi? je crois que j'ai fait une bêtise. J'ai voulu invoquer Antoine parce qu'on a besoin de lui, il est toujours pas revenu du flip et je crois que Non mais il est bien comme ça. Coucou YouTube, coucou Alex, bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Et oui, comme vous avez pu le voir, on a récupéré un petit chaton abandonné. Très triste, mais bon, il est avec nous, c'est bon, il est vivant. À Parthenay, et oui, un soir avec Jeff, on l'a trouvé dans la rue, on l'a récupéré et il est tout mignon. On l'a appelé Flip en référence bien au festival du flip où on l'a trouvé. Ça deviendra sûrement notre petite mascotte à ici Jeu des cartes, même si on espère sûrement plutôt le faire remplacer Antoine. Il sera plus mignon, il aura un bon quota je pense dans les vidéos. À part ça, on va commencer les nouveautés de la semaine parce que on est là pour ça. Parce que vous avez vu que la semaine dernière on n'était pas là, il n'y avait pas de vidéo parce que Antoine était en vacances et Alex et moi on était au flip qui était d'ailleurs très cool. On a vu des gens très gentils, des auteurs comme Rémi et Nathalie Saunier qui ont fait Petit Peuple entre autres et Top 10. On a pu jouer avec eux, on a joué à des avant-premières de chez Bombix. On a joué à l'Enfest. Et on a joué à Landfest qui va être chez Ocaluda, donc distribué par Gigamic. Non, c'est Néoludis il me semble. Je me plante peut-être, hein, ça change tout le temps. Mais... Bon bref, Ocaluda, trop fort. Et voilà, on a vu Rachel du passe-temps, ex-passe-temps, Néoludis maintenant. Et c'était très cool, on aurait voulu rester beaucoup plus longtemps, on est resté 3 jours, mais bon, il fallait laisser la place aux collègues aussi qui viennent voir des trucs aussi. Tout à fait. Donc, merci et coucou à tous ceux qu'on a croisés. On a croisé plein d'abonnés qui étaient adorables. Donc, on a croisé des pointures aussi, hein. Mathieu Despnous, Cocktail Games, Benoît Forger, Yann de Bombix. Oui, non, ça c'est voilà. Très sympa. On a croisé des gens de la haute, mais voilà, je voulais dire aussi merci aux abonnés. Vous êtes adorables quand vous nous dites bonjour et qu'on discute. Voilà, c'est hyper intéressant. On adore ça. On adore aussi quand vous venez nous voir à la boutique. En ce moment, on en a pas mal aussi parce que c'est les vacances. Donc du coup, vous profitez de vos vacances à Bordeaux pour venir nous voir, ce qui est encore hallucinant. Genre, on est à un arrêt touristique notable. On a eu la visite de Florent et de Anthony, respectivement le Meeple Vert et des livres et des jeux, si je dis pas de bêtises. Je crois bien, oui. Des gens très sympathiques. Oui, des Strasbourgeois, enfin. Allez voir leur Instagram. Des Québécois aussi, enfin. Gros bisous. On vous aime beaucoup. Très gentil. Merci beaucoup. Et promis, c'est bon, là, je commence les nouveautés. Les nouveautés de la semaine. On va commencer avec, un focus. Ah oui. Wow. Voyons, j'allais. Cette vidéo était préparée, comme d'habitude. Je vous jure, le truc était à côté pour me rappeler. On va avoir un méga focus en fin de vidéo. C'est une super avant-première que j'ai fait avec Catch Up Games. Donc merci de nous avoir envoyé Far Away. Alors vous voyez que c'est méga forme de proto. Donc ça montre vraiment que c'est de l'avant-première. Merci beaucoup. C'est censé sortir fin septembre, il me semble, Far Away. Donc Catch Up Games qui va être distribué chez BlackRock, Catch Up Games par exemple, qui ont fait mon grand coup de cœur de Sylve, qui n'est plus édité. Bref, donc ce sera en fin de vidéo. Et maintenant, frappez-moi, on commence. 3 minutes de vidéo d'intro, pardon. Désolée. On va commencer avec un de mes coups de cœur, voire le coup de cœur de Parthenay qui vient du petit éditeur, auto-éditeur Contrôle Zèbre. Vous avez vu, c'est marrant, c'est Contrôle Z, le truc du PC, mais Zèbre. Voilà, c'est 3 potes qui sont à la base des dessinateurs de BD et qui adorent aussi les jeux de société et qui ont fait du coup pour l'instant 2 jeux de société. Un 3e est en cours. On a Vermine qui est en fin de stock, peut-être il sera réédité. C'est très cool, c'est un deck building très rapide et quand même bien malin. Très sympa. Tout petit. Et on a ici Crapule qu'on va voir tout de suite, qui est mon coup de cœur du coup de Parthenay. Et ils ont une petite BD aussi sur leur stand. Voilà, ils sont adorables. Ce sont aussi les 3A. Ils s'appellent Aurélien, Alex et Alexis. Et j'ai eu le droit à ma dédicace. Voilà. Parce que ça, c'est ma boîte de démo, c'est pour ça qu'elle est toute bien slivée. Mais merci à vous, les garçons, adorables. Si vous êtes encore au flip, allez-y. Crapule, qu'est-ce que donc que cela? Eh ben, vous allez incarner des gangs dans Cradoville.
Vous allez incarner 4 gangs qui ont des références aux gangs connus de l'histoire. Les Kitty Blinders, les Birds of Anarchy, les Bloody Rats et les Rocket Raccoon. Oh, c'est fou, vous avez 4 boîtes qui correspondent à ces gangs. Elles sont toutes différentes? Non, pas du tout. C'est comme les Abyss Conspiracy, par exemple, ou les Abyss. C'est le style. Vous avez une boîte qui correspond à chaque gang dans le jeu. C'est du pur esthétique. Moi, j'ai pris les raccoons parce que je les adore, mais j'aime aussi les chats, donc j'ai demandé un chat en dédicace. C'est bon, j'ai fini de raconter ma vie. Maintenant, je vais raconter le jeu. Donc, vous essayez de prendre le pouvoir sur les poubelles en essayant d'aller fouiller dedans et récupérer le plus de déchets comestibles possible par rapport aux autres équipes. Oui, ça se joue en équipe. On peut jouer à partir de 3, il y a une variante... 4. Oui. 4. Il y a une variante extrêmement viable. Genre vraiment, on a joué à 4, c'était très très cool. On va donc chacun en équipe choisir son gang. On va dire que nous, on va jouer les Rockets. Les Rockets? Allez, les Rockets. On joue les Rocket Raccoon. Dans chaque gang, vous aurez 4 éclaireurs, 4 collecteurs et 4 chapardeurs. Voilà, déjà c'est des rôles qu'on va répartir, donc on va dire que voilà, machin bidule là-bas est éclaireur, moi je serai collecteur et toi Alex tu seras chapardeur. Très bien. Ok, au milieu il y a les détritus face cachée, de l'autre côté on va avoir des types de détritus. Le but c'est d'avoir le plus de mouches possible sur les détritus qu'on va récupérer, c'est les points de victoire en gros, et aussi de faire des collections de même type de détritus. Alors ça c'est un mauvais exemple bien évidemment, toujours. Là tu vas avoir des bananes, donc toutes les cartes jaunes vont te faire des mouches supplémentaires. Oh là là, non mais c'est pas possible. Ah voilà, non. Vous voyez, non mais ça du coup c'est 2 familles différentes. Tout à fait. Donc là j'aurai 2 mouches et 2 mouches, donc ça fait 4, mais plus j'aurai de types de citrouilles, je dirais, ou de légumes. De courges. De courges, voilà, de courges ou de bananes. De bananes, tout à fait. Et j'aurai plus de points. Donc on va faire des familles, sachant que le petit twist intéressant c'est que on va chacun dans son coin, même en équipe, récupérer des détritus, mais à la fin de partie, on ne met pas en commun nos familles. Si, on va les mettre en commun, mais en fait on va pouvoir échanger des cartes. Oui, mais ça c'est plus tard. Mais en gros, si moi j'ai des bananes et que mon pote a aussi des bananes, c'est ça. Oui, on va pas additionner, donc on va essayer de se donner des cartes pour rassembler toutes les bananes chez moi. Tout à fait. Voilà. Très bien fait de le souligner. Voilà, merci. Arrête de m'interrompre, d'accord. On a des cartes de déchets non comestibles qui vont nous enlever des points de victoire. Voilà. Vous avez vu à peu près ce qu'il y a dans le tas, on aura des événements et autres que je vous montrerai. Un tour de jeu est assez simple. On va donner une carte de caïd au plus vieux de la table, après ça va tourner, et un rookie pour le plus jeune, ça va tourner aussi, ça va être important. Le caïd, lui c'est celui qui va faire l'appel. Comment ça va se passer? Chacun a ses petits personnages dans sa main, et vous voyez qu'on a des chiffres qui vont de 1 à 12 je crois. Tout à fait. 1 à 12, oui, je suis parce trop qu'il y a forte. 12 cartes. Voilà. Merci. Et sur chaque carte, donc ils sont en exemplaire unique, chaque carte, il y aura 2 actions possibles qu'il faudra choisir à son tour. On va avoir des actions de fouiller, qui vont être de retourner des détritus. Donc par exemple là, je pourrais le faire 2 fois. Hop. Ou alors j'ai collecté, qui est prendre une carte et la mettre dans ma main. Qu'elle soit face cachée ou visible. Exactement, je peux prendre ça parce que maintenant je sais que c'est un poisson, ok, cool. Ou je peux prendre le risque de retourner, je le prends secret, hein. Les autres ne savent pas ce que j'ai pris, mais je peux bluffer, hein. Voilà, il y a du bluff, vous devinez bien. Il y a aussi refourguer des trucs. Soit à ses potes, parce qu'on a, justement, je sais que mon pote fait des collections de bananes, donc je vais lui refourguer la banane que j'ai secrètement collectée à ce tour-là. Bien sûr. Ou alors donner des sales détritus que j'aurais récupérés malgré moi à mes adversaires. Voilà, sale coup, hein, bluff. Évidemment, aussi, on est des gangs, on peut voler. Au hasard dans la main d'un adversaire en espérant choper une bonne banane par exemple, ou des burgers parce que ça rapporte beaucoup de mouches. Et ne pas piocher la mort au rat qui fait 4 mouches en moins. Voilà, donc ça c'est les actions possibles. Et en sachant ça, chacun va programmer une carte devant lui face cachée. Une fois que tout le monde a programmé, le caïd va faire l'appel et va dire le 1. Si quelqu'un a joué le 1, il va se révéler et faire son action. Si personne n'a joué le 1, il continue, il dit le 2, le 3, et voilà. Et on se révèle, ça fait penser à Citadelle. Tout à fait. Quand on se révèle, hop, j'ai tapé mon micro avec mon médaillon d'Atlantide, pardon. On révèle et on va du coup choisir une des 2 actions. On n'a pas le droit de faire les 2. Donc déjà, dilemme. Et il y a beaucoup de communication dans ce jeu. Vous allez pouvoir parler à vos potes en disant, bon,
Si je collecte et que je fouille pour vous, est-ce que vous jouez juste après? Vous avez le droit de communiquer, hein. Vous n'avez juste pas le droit de faire de messe basse ni de vous montrer les cartes, mais vous pouvez dire ok, moi j'ai joué le 8, je vais révéler des trucs. Est-ce que toi tu as joué le 9? Comme ça tu pourras collecter tout de suite ce que je t'ai révélé, ou vaut mieux pas parce que t'as pas joué juste après, ça va être les adversaires qui vont venir se servir dans ce que j'ai révélé. Oui. Donc vous pouvez communiquer, et du coup si on me dit que c'est pas intéressant, je vais peut-être plutôt voler et collecter. Oui. Des choses comme ça. On tourne comme ça jusqu'à ce que tout le monde ait fait sa carte. On a des fois des égalités parce que peut-être que quelqu'un chez les pigeons a joué aussi le 8. Les égalités sont départagées par le rookie s'il fait partie de l'égalité, ou alors par la personne à sa gauche. Oui, c'est ça. Le plus à sa gauche. Ouais, je crois que c'est ça. Voilà. Et on départage comme ça. Donc c'est à ça que ça sert, c'est appel et égalité. On a fait ça, très bien. À la fin de ce tour-là, on a le droit d'échanger jusqu'à 2 cartes dans notre équipe. Et c'est là où vous allez pouvoir essayer de refourguer des collections à vos potes. Et là, vous avez le droit aussi de dire « T'as du poisson? Oui !» Alors, quand les autres joueurs sont pas très forts, les premières parties, tout le monde parle en même temps et on s'écoute pas trop. Mais quand vous commencez à avoir de l'expérience, vous allez aussi un peu écouter ce que les autres disent. Et vous allez dire « Ah ok, ils ont l'air de vouloir des bananes. Bon, la prochaine fois que je vois des bananes, je leur laisse pas. » Voilà, des choses comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous fouillez, vous ne pouvez pas prendre de cartes qui sont sous d'autres cartes. Quand on collecte aussi d'ailleurs. Oui, voilà. En gros, vous ne pouvez pas toucher les cartes qui sont sous d'autres. Vous devez aller sur le dessus. Vous pouvez, quand vous fouillez, révéler, mais aussi réorganiser la carte. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est très cool parce que vous pouvez, par exemple, l'écarter pour ouvrir plus de possibilités. Vous pouvez la mettre bien en plein milieu pour bloquer le plus de cartes. Ou alors, quand vous piochez, maintenant que j'en ai besoin, tu vas voir, j'ai plus à trouver. Ah, vous avez un déchet. La vidéo où tu fais en accéléré. Voilà. Quand j'ai un déchet et que je vois qu'il y a ça là, ça fait beaucoup de mouches. Tiens, hop là. Le prochain joueur, il pourra pas récupérer la citrouille, voilà. On peut se faire des sales coups, et dans ma fouille frénétique, j'ai révélé ça. On a des événements qui vont se déclencher différemment en fonction de comment vous les révélez. Oui. Si vous fouillez, donc ce truc où juste vous retournez, vous avez des événements bénéfiques. Oui. Si par contre vous l'avez collecté au pif, vous avez pris le risque, vous avez des événements négatifs. Donc collecter au pif, vous pouvez soit piocher des trucs nuls, soit piocher des familles cool, soit piocher des événements qui vont vous gâcher la vie. On a aussi d'autres événements que j'ai révélés et que j'ai perdus, bien évidemment. Voilà, des petits événements comme ça. Le rookie peut prendre jusqu'à 2 déchets au joueur ou à la joueuse de son choix et lui en donner autant au hasard. Voilà, des objectifs, enfin des événements comme ça. Une fois qu'on a joué toutes nos cartes, parce qu'on ne les récupère pas entre chaque manche, on va pouvoir faire un dernier échange entre joueurs pour essayer de bien uniformiser nos familles, et après on va compter du coup nos mouches et nos familles, et on aura le vainqueur qui additionnera le plus de points de victoire entre tous les membres du gang. Je crois que c'est bon. Oui, je crois que tu as tout dit. Ouais, voilà, je redis, ils sont adorables, voilà, les 3A. Alors vous êtes les autres 3A, parce que je leur ai dit qu'il y avait déjà les 3A, c'était déjà pris, mais ils sont tellement sympas que je leur laisse aussi les 3A. Et c'est super beau aussi, hein. Vous avez vu que c'était hyper bien édité, et hyper bien. Est, au final très chouette pour des jeux d'ambiance, des jeux pour l'été, franchement. Ouais. C'est top. Il y a ce petit côté Kems aussi, on peut développer un petit peu sa communication dans l'équipe. Ouais, carrément. Essayer de se créer un langage codé. Un petit code, genre t'as du piou-piou, ça veut dire du fromage, mais c'est notre code secret. Cuit. Ou du. Ça, vous pouvez dire que c'est n'importe quoi puisque c'est des déchets qui puent, donc voilà. Et du coup, petite note, c'est fait en France dans la petite usine, je sais plus où elle est, je crois vers Lyon, qui fait par exemple la boîte de Vélonimo ou de Drone versus Goéland. Ouais. Voilà, tous ces trucs locaux et assez respectueux de l'environnement. Et l'équipe est de Nantes, voilà. Donc maintenant, j'ai tout dit sur ces amours qui sont Alexis Aspecada et Alex Doucet. Donc Alexis c'est auteur et Alex Doucet c'est l'illustrateur. Oui. Voilà. Et je passe la suite. Bonjour, bonsoir, bonne joueuse. On enchaîne avec une petite boîte, mais pour quand même des joueurs invertis un petit peu quand même. L'île des trains, tous à bord, un jeu de Dan Keltner et Seth Jaffe. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, il y a un mode solo dedans. À partir de 14 ans pour des parties d'environ 1 heure.
On a une petite boîte, mais ça peut faire penser à un format un petit peu pour les joueurs de Age of Civilization, parce que c'est une petite boîte. Ou les Tiny. Ou les Tiny, effectivement, parce que c'est effectivement ce genre de petite boîte où on va avoir foison de matos. Alors ici, on ne le voit pas trop, mais dans l'idée, vous allez avoir des petits bonhommes dedans, vous allez avoir plein de cartes. Et il y a une locomotive. Il y a une locomotive, ça c'est notamment le contour, hein, ça va être des manches. Vous verrez que ce qui est intéressant dans ce rythme, c'est que du coup, la locomotive va avancer sous certaines conditions, notamment quand les joueurs réalisent des objectifs, un peu comme les aventuriers du rail experts, entre guillemets. Hein. Le petit marqueur va avancer et en fonction du nombre de joueurs, s'il arrive à tel chiffre, c'est la fin de la partie, on enclenche, on fait un dernier tour, et ensuite on compte les points. Alors comment on marque des points? Comme je disais, en faisant des objectifs. Donc les objectifs de destination dans différentes zones vous feront des points. Ici, on va également essayer non pas d'envoyer des ressources comme les objectifs ici, mais plutôt des passagers en fait, qui prendront des tickets pour aller à tel endroit, et ils auront une couleur spécifique. Et justement, je vais rentrer maintenant dans le détail, parce que c'est vraiment la manière principale de marquer des points de victoire. Donc on a une map au centre. On a chacun au début une petite locomotive, qui indique différentes informations dont je ne vais pas m'étendre là pour l'instant, je vous expliquerai un peu plus tard. Pour l'instant, on va un peu déblayer tout ça en vous indiquant ce que vous avez le droit de faire durant votre tour. Donc durant votre tour, c'est bien fait, il y a une carte qui le récap. Vous avez le choix entre 2 actions, enfin entre 4 actions, et vous allez pouvoir en réaliser 2. Donc vous pouvez faire 2 fois la même si vous voulez. Il y a parmi ces 4 actions prendre une carte ou un passager. Donc prendre les cartes, ça va vous renvoyer à une rivière de cartes, ou alors au-dessus de la pioche, exactement comme les aventuriers du rail, on pioche soit ce qui est visible, soit ce qui est face cachée, mais on renouvelle la pioche uniquement à la fin de votre tour, ou alors on pioche des petits passagers qui sont de différentes couleurs, et comme je le disais, en fait, hop, les petits passagers qui sont quand même très cool, hein. On notera Ils sont tous différents, ouais, chaque couleur, non, est différente. Chaque couleur est différente, exactement. Et dedans, du coup, vous allez pouvoir piocher un passager. Je vous explique après à quoi ça sert de piocher des passagers, il y en a pour chacune des couleurs de ville. On a éventuellement l'action de construire, qui permettra justement de rajouter en fait depuis notre main des wagons ou des villes. Les villes c'est un peu particulier, mais on va pouvoir construire notamment des wagons pour agrandir notre train. On va pouvoir embarquer. Ça en fait, ça vous permet justement de prendre un petit passager et de le placer sur une carte. Vous verrez, il y a quand même des conditions pour les placer. Et même chose, on pourra prendre une carte de notre main pour l'utiliser en tant que ressource. Je vous expliquerai après plus tard comment on joue les cartes. Et enfin, on pourra débarquer. Donc ça en fait, c'est la réalisation d'objectifs. Hein, c'est de déposer depuis vos cartes des passagers, ou alors de donner des ressources à un objectif, voilà, au contrat. Donc réaliser un contrat, ce sera également un moyen de marquer des points de victoire. Donc, je rappelle les actions. Donc prendre une carte ou un passager, ça c'est méga simple. Je prends une carte de la réserve face cachée ou visible, ou alors je prends un passager dans le sachet. Et le passager, je le mets devant ma locomotive. Construire. Donc là, par exemple, pour construire, je vais tout simplement regarder parmi les cartes que j'ai en main. Vous verrez, les cartes en général se lisent comme ça. Mais pour les ressources, par exemple, elles se lisent ici. Donc ça, c'est une petite goutte d'huile là. Là, vous avez au choix. Du pétrole. Et là, ça doit être du charbon, par exemple. Mais les cartes, en général, pour les wagons, se lisent comme ceci. Et en fait, le coût pour jouer une carte est ici. Sauf que ce coût-là, vous le payez en carte depuis votre main. Donc ça, techniquement, ça me coûte 6 cartes. Donc, quand je voudrais jouer une carte, donc là, par exemple, celle-ci, je pourrais pas, mais en admettant que, comme j'ai 2 actions, je vous rappelle à mon tour, je pourrais en première action piocher une carte, et ensuite en défausser 3 pour jouer celle-ci, parce qu'elle me coûte 3. Les cartes, quand vous les jouez, admettons que j'ai joué ceci, vous les mettez toujours de gauche à droite, et maintenant elles rendent disponibles des emplacements, notamment si j'avais joué cette carte-ci par exemple, hop, au-dessus des cartes, vous avez toujours indiqué le type de ressources que peut contenir cette carte. Et donc du coup, en vient l'action d'embarquer, si vous avez ce petit logo-là au-dessus. Donc déjà, ce logo-là, ce petit panier avec le chiffre à l'intérieur, vous indique le contenu maximum que peut avoir cette carte. Donc là, par exemple, je peux mettre un quoi. À côté, c'est un petit meeple, donc c'est un passager. Donc là-dessus, je pourrais mettre un passager. Donc en faisant l'action embarquer, je prends le petit bonhomme et je le mets dessus. Une autre action embarquée possible, c'est justement sur cette carte-là. Vous voyez que maintenant, ici, c'est 2, donc maximum 2 ressources de quoi? 2 caisses. Donc là, si jamais j'ai une caisse, on va dire que j'en ai une. Il en a pas, là, tout à droite. Yes, merci. Waouh! J'ai ceci, donc je peux la glisser là. Ça, c'est embarqué. Et vous voyez que maintenant, ma carte, elle me sert de petite caisse. Ce qui est intéressant dans embarquer, c'est qu'en fait, vous avez le droit d'embarquer non pas que chez vous, mais aussi chez les autres joueurs. L'intérêt de faire ça, c'est quoi? C'est que si jamais un autre joueur me dit, bah tiens, je te donne un passager violet et je te le mets sur ta locomotive, il déclenche immédiatement le bonus indiqué juste au-dessus. Donc là, par exemple, il remplit la locomotive, ça lui fait piocher 2 cartes immédiatement. Et ça, c'est hyper malin dans la stratégie en fait de l'île des trains, c'est qu'il faut évaluer en fait l'intérêt de votre action. Quand vous le donnez en fait une marchandise ou un passager à quelqu'un, il faut que cette plus-value vous soit rentabilisée plus à vous qu'à lui. Donc ça, c'est vraiment le petit twist de jeu que je trouve intéressant et qui rend du coup l'interaction entre les joueurs assez forte. Donc ça, c'était pour embarquer. Donc on a fait prendre, construire, embarquer. Je ne l'ai pas précisé, mais construire permet également d'améliorer
des locomotives ou des voitures. Par exemple, si j'avais celle-ci en main, vous voyez, c'est une voiture de niveau 2. Il se trouve que j'ai déjà une voiture de niveau 1. Et bien en fait, je pourrais très bien la remplacer avec une action de construire. Je paierai uniquement la différence. Donc 3 là. Donc là, je paierai que 3 cartes. Et du coup, je remplacerai celle-ci par celle-ci. Alors, l'intérêt de ça, c'est qu'en général, il y a une plus-value sur les cartes, notamment les points de victoire, non? Notamment les points de victoire, mais aussi notamment ici, vous avez en haut à droite des fois un bonus immédiat, notamment ça c'est le gain de passagers. Donc immédiatement, direct. Là Wow. je gagne 2 passagers que je pioche dans le sac. Les locomotives sont intéressantes, pourquoi? Parce que vous avez ici un nombre de cartes indiquées limité. C'est-à-dire que là, la locomotive vous donne accès en fait à 4 cartes maximum sur votre train. Donc là vous en avez 1, 2, 3. Et le truc en fait, c'est que c'est pas spécialement des cartes, c'est en fait ces symboles-là qui vont marquer le poids de votre locomotive. Et donc là, par exemple, avec ce genre de carte, je suis arrivé à mon maximum. C'est-à-dire que là, je ne peux plus en fait ajouter de cartes parce que j'ai bien 4 logos rouges, donc lourds, avec 4 logos verts, entre guillemets. Donc là, malheureusement, je suis bloqué. Pour ça, en fait, il faut soit que j'améliore ma locomotive. Donc par exemple, si je la fais passer au niveau 2, ce serait parfait parce que je passe à plus 6, beaucoup plus intéressant. Ou alors, je pourrais, durant la partie, essayer de défausser des wagons qui ne me servent plus pour justement alléger mon train. La dernière action dont j'y viens, c'est débarquer. Donc débarquer, par exemple, si j'avais un passager ici, eh ben, je pourrais dire, ok, je vais à Cactus Mines, et à Cactus Mines, je fais un contrat de ticket. Donc je vais pouvoir placer cet ouvrier-là sur l'emplacement le plus à gauche disponible et gagner immédiatement les bonus. Vous voyez que les bonus sont différents en fonction des villes, et en plus, c'est des tuiles qui se placent aléatoirement. Donc là, à Cactus City, c'est cette tuile-là, mais c'est pas tout le temps cette tuile-là, évidemment, ça peut changer. Je me place ici, je gagne 3 points de victoire et je pioche 2 cartes. Si jamais vous placez le dernier emplacement, si jamais vous complétez le dernier emplacement avec un ouvrier, donc il y en a déjà 3, vous allez avancer ce marqueur-là. C'est ça notamment qui va accélérer la fin de la partie. Si jamais vous faites un contrat principal, le contrat principal vous renvoie à ce qui est ici, donc l'icône ici en termes de ressources. Si jamais j'ai 2 caisses, mettons, ce qui serait tout à fait possible avec maintenant mon wagon, et que je décide de débarquer ici, je récupère la carte, et je la mets devant ma locomotive. Cette carte-là, maintenant, elle est à moi. Donc j'ai 7 points de validé sûr, parce que ces marchandises-là, je les ai défaussés, je les ai validés. Et maintenant, je pourrais faire ce qu'on appelle un contrat secondaire. Ce sont les contrats qui sont ici. Alors, si je veux gagner 14 points, il faudra livrer 2 d'huile, on avait dit. Non, pétrole. De pétrole, merci. Et 3 de caisse pour gagner 14 points en plus. Et sinon, je peux très bien faire ce contrat-là secondaire qui est plutôt de gagner 10 points, mais en revanche, c'est juste un charbon, un pétrole et 2 caisses. Une fois que vous avez fait ça, en fait, vous retournez votre carte du côté que vous avez payé. Et du coup, si j'ai payé la totalité donc des 7 plus des 14, ça me donne bien 21. Et là, donc, du coup, je sais que j'ai bien 21. C'est pas facile à faire, nous, dans la partie, on l'a moi, j'ai pas réussi. C'est très compliqué. Donc, vous voyez que c'est un jeu, en final, assez minimaliste. Jeu de gestion de ressources, de engine building peut-être pas, mais de développement un peu de son système de jeu. Il faut bien regarder les autres wagons des adversaires parce qu'ils vous octroient des actions bonus qu'il n'y a que vous en fait qui avez le droit. Donc parfois il y a des cartes qui sont assez intéressantes en termes de stockage, mais attention aux actions bonus que vous offrez aux autres joueurs parce que dans les actions bonus, ça peut faire marquer des points, mais ça peut également offrir des actions gratuites. Comme embarquer, moi je t'ai donné plein de gars, en fait je voulais absolument piocher des cartes, du coup je t'ai refilé plein de gars que t'as débarqué partout et t'as mis fin au jeu et tu m'as éclaté. Je ne l'ai pas précisé, mais réaliser un contrat principal fait aussi avancer le petit jeton ici. Mettons on est à 2, donc ce sera maximum 4. Dès que le jeton arrive là, le joueur actif qui a envoyé le marqueur ici va le récupérer, ça lui fera un point de victoire en fin de partie. Wow. Et ensuite, on fait un dernier tour de jeu, y compris le premier qui a mis fin à la partie, et on compte les points. Alors les points ils sont marqués ici, donc vous avez par exemple 7 points, ici 2 points. Durant la partie vous aurez gagné des points, donc c'est sous forme de petits jetons, et vous aurez également ces points-là à ajouter. Voilà, après ça reste assez accessible en soi, si ce n'est que au début, le nombre d'icônes qu'il y a à comprendre, déjà il y a 4 marchandises différentes, je vous ai pas montré, je vais quand même essayer de vous en montrer une, bah voilà parfait, un bâtiment. Mais par exemple un bâtiment, vous pouvez en construire qu'un seul durant la partie, et donc là par exemple c'est une usine à charbon. L'usine à charbon, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me bonifie mon charbon, tout simplement, donc chaque fois, pour toute marchandise que j'aurai stockée à la fin... Attends, parce qu'il aime pas faire la mise au point. Pardon. Wow. Ouais, pas ouf. C'est flou. Alors, attendez, il y a technicien Alex qui arrive. Il est où ton bouton? Sous mon doigt sûrement. Ah, c'est un bouton magique. Voilà. Faudra que tu m'apprennes lequel c'est. Tu as juste besoin d'appuyer sur l'écran. Bref, excusez-nous pour cette interruption. Donc là, par exemple, cette usine-là me bonifie forcément mon charbon que j'aurai stocké, par exemple. Et des bâtiments, il y en a plein, des cartes, il y en a des tas. Pareil, si jamais la défausse est vide et la pioche également, c'est aussi une fin de partie. Je pense que je vous ai pas mal dépoussiéré le jeu.
Moi j'aime bien ce genre de format parce qu'en fait on sent que ça a dû être un vrai travail d'édition d'essayer de regrouper un maximum d'iconographie tout en gardant une clarté. Il faut garder aussi une immersion dans le jeu. Là ce que j'aime bien en termes de rejouabilité c'est notamment les tuiles, c'est notamment le tirage de cartes qui fera qu'on devra s'adapter à chaque fois en fonction des wagons qu'on aura construits, qu'on pourra construire ou que les autres joueurs ont construit ou qui pourront construire. Ce que j'aime beaucoup c'est qu'ils ont rajouté des petites tuiles à l'intérieur qui étaient je pense un petit goodies qu'ils ont mis à l'intérieur avec de nouvelles tuiles et notamment celle-ci que j'aime beaucoup. C'est une locomotive temporelle qui fait référence à Retour vers le futur 3, où du coup Doc revient du passé, du coup donc du passé mais du futur. Bref. Normalement on le devine derrière, là il y a un taré avec des lunettes. Bon il est roux, ils l'ont changé. C'est sa locomotive du futur. Voilà, je vous ai un peu dépoussiéré et expliqué un petit peu très rapidement l'île des trains. J'ai beaucoup aimé, j'ai envie d'y jouer peut-être à 3 pour savoir un peu ce que ça offre en termes d'interaction, ça peut offrir plus d'action. T'as un problème sur... Je suis flou? Non, c'est bon. Okay, maintenant j'ai découvert le bouton magique. Ça va aller mieux maintenant. On enchaîne avec Legacy of You, qui était aussi très attendu, puisque c'est un jeu de Shem Phillips. Donc Shem Phillips, c'est aussi l'auteur de toute la gamme des paladins, pillards, architectes, tigres de la mer du Nord, du sud du fleuve. Un de ses meilleurs, mais j'ai pas tout testé du coup de lui. Mais franchement, Voyageur de Tigre du Sud, il est incroyable. Là, Legacy of You, c'est pas un jeu pour plus nombreux, puisque c'est un jeu pour un joueur uniquement. C'est un jeu solo à partir de 14 ans, des parties d'environ 1 heure, et il y a ce système de campagne à l'intérieur. Mais je vais d'abord vous expliquer, grâce à ce 2 de boîte qui est quand même très bien fichu, pour une fois, comment ça fonctionne. Vous avez un plateau devant vous qui représente un peu votre village, et surtout une étendue d'eau, un fleuve, que vous allez essayer de remonter. Pourquoi? Parce que derrière vous, il y a un petit jeton d'inondation. Malheureusement, il y a pas mal de conditions de défaite dans le jeu, donc je ne vais pas toutes les faire, mais les principales, ça va être l'invasion des barbares, qui eux vont arriver durant la partie, et vont essayer de recouvrir des villageois que vous n'aurez pas... sauvés. En gros, ouais, c'est ça, avec qui vous n'aurez pas troqué, que vous n'aurez pas fait rejoindre dans votre groupe. Donc si jamais il y a trop de barbares, si tout ça c'est des barbares, vous avez perdu la partie. Et entre autres, si l'inondation rattrape votre bateau, c'est également perdu. Ici, en fait, sur la rivière, vous avez au début des cartes qu'il va falloir essayer de déblayer, en fait. L'intérêt de les déblayer, c'est qu'après, vous ouvrez des nouvelles zones de commerce pour les habitants. Vous allez avoir un petit côté deck building parce que durant la partie, vous allez essayer de recruter des cartes. Ces cartes-là, vous allez pouvoir les utiliser de différentes manières et on le voit à travers les icônes avec les cartouches rouges et marron. Et en gros, il y a des cartes que vous allez placer qui vont vous octroyer immédiatement des ressources, d'autres que vous allez retirer du jeu, que vous allez complètement défausser pour marquer aussi un autre bonus, entre guillemets, et d'autres que vous allez pouvoir placer un petit peu comme danger de blé, vous voyez, ici en fait, la partie inférieure de la carte. Petite amélioration là. Parce qu'un petit peu comme danger de blé, en fait, vous allez avoir une première phase de jeu au début de votre tour qui est une phase de récolte, et tous vos effets de récolte vont s'activer. Il y a du placement d'ouvriers, évidemment, il y aura aussi la construction de maisons qui est importante, mais vous les placerez ici sur différents emplacements, et même chose, vous aurez la possibilité éventuellement de ne pas construire, mais de déblayer aussi la zone pour offrir de nouvelles possibilités. Ce qui est intéressant sous forme de campagne, c'est qu'en gros, quand vous aurez gagné une partie ou perdu une partie, vous allez piocher une nouvelle carte. Donc si vous avez une carte de défaite à piocher, vous la piochez. Il y en aura 4. Si jamais vous piochez la 5e carte de défaite, donc c'est une carte dorée, vous perdez instantanément la campagne. En revanche, même chose pour la victoire. Si jamais vous avez une première victoire, vous piochez une première carte de victoire. Et si jamais vous avez gagné la dernière partie de la campagne, vous piochez la dernière carte de victoire et vous avez gagné la campagne. Ça va influencer un petit peu vos parties, c'est-à-dire que votre partie de base, vous l'aurez peut-être gagnée, donc vous avez pioché une carte, et ça va influencer votre prochaine partie. Ça, c'est le petit côté campagne. Sinon, ça va être aussi du jeu de gestion de ressources par rapport à du troc. Comme je vous ai dit, en déblayant les zones ici, vous offrez de nouvelles possibilités de troc. Les cartes qui sont ici vont pouvoir être recrutées, donc vous allez pouvoir plus tard les jouer. Donc on mélange un peu tout, jeu de gestion d'ouvriers, jeu de course un petit peu, parce qu'en fait c'est ça qui va essayer de vous rattraper, donc il faut essayer de lutter contre les conditions de défaite qui vont essayer de vous submerger, c'est littéralement le mot. Et ensuite vous avez un système de troc avec des coquillages qui vous offre de nouvelles actions, à vous d'optimiser tout ça pour remporter la partie et surtout la campagne. Voilà. Je ne suis pas rentré non plus trop dans le détail parce qu'il y a énormément d'iconographie, mais voilà, en tout cas un jeu solo qui a l'air assez complet et qui me tente beaucoup parce que c'est vraiment un auteur qui a l'avantage de trouver toujours des petits twists dans des jeux avec des mécaniques qui semblent comme ça simples sur le papier mais qui au final sont très originales. Je te laisse la main, Alice. Ouh, qu'est-ce que c'est? C'est qui? C'est Vincent Dutré. Eh oui, encore une fois, moi, je vous le dis et je vous le répète, cette année, il a été enchaîné dans une cave et il a dessiné pour 14 000 jeux, je vous jure. Eh ben, un nouveau dans sa liste de 2022-2023, c'est Scoventir Tur. Voilà, il y a un livret dedans
D'explications sur le langage ou... Oui, de phonétique. Voilà, vous avez tous les termes, parce que là-dedans, tous les termes sont en vieux gaélique. D'accord, okay. C'est celtique. Celtique, gaélique. Okay. Ok, d'accord, non mais c'est moi. Et donc du coup ils ont tous une façon d'être dit. Des fois on dirait des trucs à la japonaise, genre Garuru. Bon, bref. Donc je crois que c'est Scoventure. Ce qui veut dire forêt, en gros, esprit de la forêt. Vous allez jouer en solo dans celui-ci. Après, vous pouvez jouer jusqu'à 4, mais bon, il est quand même vachement plus pensé pour 1 et 2. 2 aussi, il est très cool. Si vous jouez à plus, c'est du coopératif. C'est à partir de 10 ans pour 15-30 minutes de jeu. Ça peut être court si vous vous faites éclater par le jeu, comme d'habitude pour les jeux solo. C'est édité par Impatience et distribué par Yellow. Et l'auteur, quand même, c'est Morten Monrad Pedersen. Et Vincent Dutray. Qu'est-ce que c'est que donc que cela? Le dos de boîte est magnifique, mais totalement inutile. Vous allez en fait être... Alors je vais devoir regarder les noms parce que moi je peux pas. Vous allez incarner Vocteur, qui est l'incarnation de l'esprit de la forêt, qui se fait poursuivre par le diable, qui s'appelle Gamle Eriku. Oui, ça fait japonais, je vous l'ai dit. L'esprit de la forêt, on est d'accord, c'est un blaireau. Oui, okay. Voilà. Il a été incarné dans un blaireau, il fallait l'incarner dans un des animaux. Alors, c'est expliqué dedans. C'est très cool en vrai. C'est-à-dire que nous, on joue le blaireau. Oui. J'adore. Bien sûr. J'adore les règles. Vous êtes un blaireau. Ça va, c'est ok, très bien. Oui, il vaut mieux dire Vocteur. Mais ça se dit, poursuite de Vocteur le blaireau. Et Vocteur, ça fait démon. Mais... Bon, bref. Oui. Voilà, vous avez un livret, c'est très bien documenté sur le folklore du Danemark. Enfin bref, trop bien. Vous allez, vous en tant que blaireau, protéger la forêt parce que le diable il va se balader, il va tout craquer, mais aussi le fuir. En gros, vous allez avoir la table avec des cartes arbres mis en cercle. Ouais. Début de partie, vous allez avoir l'énorme pion, il est comme as en bois du diable, Eric Gemele. Et en face, de l'autre côté, vous avez votre petit meeple de bois de putois. Et vous allez tourner le putois, le monsieur il va tourner. Et si à un moment le monsieur il rattrape le putois, on a perdu. Okay. Il s'est fait attraper, il s'est fait défoncer. Si aussi tous les arbres ont été abîmés et détruits, parce qu'il y a 2 stades, en gros on va les retourner face abîmés et s'ils se refont abîmés, ils sont défaussés. S'il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de forêt, donc du coup nous, esprit de la forêt putois, on a perdu. Okay. Pour gagner, comment on fait? Il n'y a qu'un seul moyen de gagner, c'est défoncer tous les sbires du méchant. On ne va pas défoncer le méchant, parce que c'est le diable quand même, nous on est un putois. Nous on va combattre ses sbires. Il a 6 sbires, parce qu'il a 3 types de sbires qui sont en 2 exemplaires et qui ont une puissance différente. Il y a le sbire, alors ils ont tous des noms du folklore imprononçables, puissance 2, puissance 3 et puissance 4. Je parle pas du jeu de société. C'est en gros les dégâts qu'on va devoir leur infliger pour les défoncer. Comment ça va se passer? On va avoir 4 types d'actions de Vocteur, le putois, qui en début de partie, en début de tour, on va choisir lequel on fait. On peut activer l'appel de Vocteur, qui en gros nous permet de recruter des alliés. Ces alliés, on va pouvoir les jouer sur les cartes arbres et ces alliés, c'est eux qui vont nous permettre d'aller attaquer les ennemis, les sbires. Ça veut dire que si vous voulez défoncer un sbire qui a 2 en puissance, il faudra défausser 2 alliés que vous aurez mis en jeu dans la forêt. C'est les défausser, ils n'ont pas de puissance en eux-mêmes. Par contre, pour les jouer, ils vont demander des conditions qui sont quasi tout le temps nul, genre vous abîmez un arbre pour mettre Ubulure sur le jeu, des choses comme ça, ou vous défaussez, enfin les conditions sont vraiment méchantes, sauf certains, mais souvent ça coûte de les mettre en jeu. Ou alors vous faites la colère de Vocteur, ça vous permet justement d'attaquer, de mettre en combat, ou de restaurer un arbre aussi s'il avait été abîmé par une de vos actions ou autre chose. Vous avez quoi d'autre? Il y a l'appel, il y a le gambit, donc le pari de Vocteur qui est de refaire tout le marché par exemple des alliés. Spécificité, c'est que vous ne pouvez mettre qu'un seul type d'alliés dans la forêt. Donc si vous commencez à mettre des Uldur sur vos arbres, vous ne pourrez remplir votre forêt que de Uldur jusqu'à ce que vous les défaussiez pour aller défoncer du sbire. Ok. Voilà. Donc ça c'est à gérer, et sachant que vous avez un marché au milieu, c'est pour ça que le gambit, le pari de Vocteur, il est utile, parce que si dans votre marché vous avez que des alliés qui correspondent pas à ceux que vous avez commencé à mettre en jeu, hop, vous balancez tout et vous tirez des nouveaux en espérant que ça va correspondre aux Uldurs que vous avez commencé à mettre en jeu. Et du coup, vaincre les sbires, c'est la condition de victoire?
Ouais, vaincre tous les sbires. Très bien. Qui sont, oui, deux fois. Bon, bref. Oui, qui sont voilà, beaucoup. qui sont beaucoup. Quand on joue à plusieurs, bah, c'est juste que chacun son tour. On active une des 4 actions de Vocteur, on en fait les effets, et voilà. Et on continue comme ça. C'est juste que du coup, il faut se mettre d'accord sur attention, moi j'ai envie de jouer ce gars-là, là, le dur, mais ça va me faire détruire un arbre. Vous êtes d'accord ou pas? Voilà. Donc, comme tout jeu de coopération, beaucoup de communication et d'optimisation. Et de sang-froid. De sang-froid aussi, oui, bon, tout à fait. Mais du coup, c'est pour ça que je disais qu'il est très bien en solo. Et je pense jusqu'à 2, et si on va jusqu'à 4, c'est typiquement le jeu coop où il y a un effet leader de fou. Oui. Après, il y a des gens qui sont bénis par les dieux du jeu et qui n'ont pas de joueurs qui ont cet effet leader. Je vous admire, donnez-moi vos amis s'il vous plaît. On enchaîne encore des trucs avec Yellow. Vous vous souvenez de cette gamme magnifique? J'ai acheté celui-là, j'ai galéré ma race, mais il est trop beau. Et ben, on en a des nouveaux. Oh, vous voyez, 1000 pièces? Non, 500 pièces. Vous vous dites, mais c'est nul, 500, c'est pour les enfants. Point du tout, cher ami, point du tout. Parce que là, en plus, vous avez une histoire, en fait, dedans. Il y a 2 boîtes. Ça s'appelle les puzzles donjons, en gros. C'est ça, hein? Oui, tout à fait. Oui, c'est ça, puzzle donjon. Il y en a 2 avec 2 univers très différents. On a ici, bah, du coup, plutôt une sorte de labyrinthe mythologique, je dirais. Ressemble, ouais. Vous faites le puzzle, quand même. Il est beau, il est très bien votre puzzle. Mais quand vous l'avez fini, vous le regardez, vous dites « Ah, je suis fière de moi. Bon, bah allez, je le remets dans la boîte. » Ou alors, vous faites partie des gens qui les encadrent. Bravo à vous, moi, au bout d'un moment, je n'aurai plus de mur pour les encadrer et les accrocher. Mais au lieu du coup de finir sur un peu cet autre boudin de bah voilà, j'ai fait mon puzzle, je le re-range et sûrement je le ressortirai jamais, vous avez des petits défis à faire. Une sorte d'escape game. Alors, il n'y a pas des vraies énigmes, c'est un peu un Die and Retry ou un livre dont vous êtes le héros, des choses comme ça. Vous allez en fait commencer ici, vous voyez, il y a un petit start avec votre petit personnage et vous allez avoir des cartes en main, c'est pour ça qu'ils disent 25 cartes, qui vont avoir au dos des petits sigles qu'on va retrouver en fait sur le chemin. Et votre but bah, dans cette carte là c'est d'aller tout là-haut, exit, donc de passer tout le labyrinthe ici. Moi par exemple je vais voir, je vais me dire je vais aller voir l'ange ou le méga minotaure vénère. L'ange. Vas-y, je vais voir l'ange. Ok, donc je vais là et là il me dit ok, prends la carte avec des petites ailes dessinées dessus. Ok, je prends la carte et je la retourne et en fait ça va faire un dessin du labyrinthe mais avec des petites modifications. Cool. Je vais pas vous spoiler parce que c'est pas drôle, mais il se passe un truc, ça va débloquer des chemins ou des choses comme ça, sauf que en fonction de l'enchaînement que vous faites, eh ben, il va vous arriver des emmerdes et en fait à la fin quand vous arrivez ici, si vous y arrivez, vous allez compter combien de cartes d'égratignures en gros vous avez eu pendant la partie et bien évidemment moins vous en avez, mieux vous avez réussi. Et en gros il n'y a qu'un seul chemin possible où vous arrivez intact. Un seul chemin. Donc c'est là où on voit le Die and Retry de bon bah je vais réessayer un autre chemin, mais là je t'ai passé par l'ange, puis après par le dragon, mais si je passe d'abord par le minotaure puis le dragon, peut-être que ça ira mieux, enfin voilà. Et vous avez le même principe ici, plutôt dans un Japon féodal très 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 beau. Oui. Vous voyez votre personnage, c'est une sorte de petite flamme et il va changer de tête au fur et à mesure de la partie, en bien ou en pas bien, en fonction de ce qui va lui arriver. Et là, il faut aller jusqu'au château là-haut. Vraiment, oui, au temple. Pas forcément, les châteaux peuvent aussi avoir cette tête. Bon, bref. Ah, donc voilà. Et c'est pas exactement la même chose. Vous voyez, là, il y a 25 cartes, là, il y en a 27. Les deux, c'est la même mécanique, mais ils ont quand même mis un petit twist. Voilà, voilà, ça c'était la nouvelle gamme des puzzles Yellow, donc les donjons. Vraiment celui-là il est trop beau. Bon, c'est pas parce que j'aime particulièrement le Japon, hein, je suis parfaitement objective. Autre chose chez Yellow, non pas de placement de produit particulier, mais ils nous ont gâtés. On a de nouveaux exits. Voilà, on a le bandit de Fortune City, c'est un confirmé, attention. Et on a le retour à la cabane abandonnée. Vous vous souvenez, il y en avait une cabane abandonnée. Ah bah elle est là, regardez, hop là, le tout premier. Ouais. Oh, c'est la même chose, non? Attends, regarde. Oh là là, coïncidence, je ne crois pas. Regardez cette porte, magnifique, c'est la même avec la même horloge là. Donc ça c'est un confirmé, la première boîte. Et ben là, c'est un confirmé aussi. Voilà, 2 nouvelles boîtes de Exit. Et je crois que c'est à toi. On continue avec Zynga, un jeu de Dennis Armsen et Esme Spargaren. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, 15 minutes la partie à partir de 8 ans. C'est un jeu super pour l'été, déjà parce que
il y a une petite sonnette. Mais c'est pas que ça. C'est pas que ça, Zynga. C'est aussi du calcul. Ah ah, on va travailler le calcul mental cet été. C'est exactement pas pour moi. C'est du calcul mental avec de la rapidité. C'est top. Là. Alors ça, si pour travailler l'été, le calcul mental, c'est très bien. Oh là là, je sais même pas faire des additions sans mes doigts, mon gars. Zynga, du coup, vous allez avoir différents... déjà, vous allez avoir des petits crayons gris, vous allez avoir différentes fiches. Donc notamment, il y a des fiches qui sont numérotées de 1 à 4. Elles sont toutes différentes, et ça, c'est important, parce que quand vous jouez à 4, chaque joueur va prendre une fiche numérotée différemment. Là, par exemple, je vais prendre numéro 3. Voilà. On a également 6 dés, donc il y a 5 couleurs différentes avec orange, jaune, rouge, bleu et vert qui correspondent aux colonnes que vous avez ici. Donc c'est votre fiche de score, et vous avez un petit dé blanc. La mécanique de jeu est méga simple, n'importe quel joueur, qui sera désigné en général le joueur actif, voilà. Donc le joueur actif va lancer les dés, hop. Et maintenant, lui, il va essayer de cocher, donc en fait, tous les joueurs en même temps vont essayer de cocher une case sur leur grille en utilisant les dés. Le truc, c'est que le joueur actif, lui, a le droit d'utiliser n'importe quel dé, voire une combinaison du dé, n'importe lequel, avec le dé blanc. Donc là, par exemple, le joueur actif peut utiliser soit 1, soit 2, 1 vert, 2 orange, 4 jaune, 3 rouge, 2 bleu, et il peut même faire l'addition avec le dé blanc de l'un de ceux-là s'il souhaite. Donc il y a beaucoup plus de possibilités. A l'inverse, les joueurs passifs ne peuvent faire que l'addition avec le dé blanc. Donc là, par exemple, si je veux faire bleu en tant que joueur passif, je suis obligé de faire 8 en fait, parce que je suis obligé d'additionner avec le blanc. Je peux faire 9 rouge, je peux faire 10 jaune, etc. Le premier joueur qui tape sur la sonnette, ça c'est vraiment fun, au bout d'une heure on n'entend plus que ça, vous allez du coup annoncer la valeur que vous faites. Donc là, par exemple, si je suis joueur actif, je peux dire je fais 7 verts. Je regarde ma fiche, effectivement, le 7 vert il est là, hop, je coche mon 7 vert. Je passe les dés au joueur de gauche qui devient le joueur actif et ainsi de suite. Donc une fois que quelqu'un en fait a annoncé un chiffre en sonnant, et du coup, c'est la fin du tour et du coup, c'est le joueur d'après qui enchaîne. Si jamais, en tant que joueur passif, j'avais tapé et j'avais aussi annoncé 7, j'avais le droit, ça marchait aussi, si j'avais le 7, c'était possible. Attention toutefois, il y a des petites subtilités, notamment si jamais, dans un autre tour, je réannonce 7 verts. Je l'ai déjà coché. C'est pas grave, je vais cocher ici la petite case verte, qui est un bonus, qui me permet de cocher n'importe quelle autre case. Je peux le faire que jusqu'à 3 fois, donc je suis limité. A l'inverse, si jamais j'annonce, je sais pas moi, je crois que ça fait 9 par exemple, en bleu, je suis joueur passif, je tape, je dis 9 bleus. Les gens me regardent et disent, bah non, 2 et 6, ça fait 8. Je serais totalement capable de le faire. Oui, je sais. C'est un exemple véridique. Du coup, là, je vois 8, je dis, bah non, tu as annoncé 9 et malheureusement, c'est une bourde. Quand on fait une bourde, hop, une erreur, c'est une coche rouge. Si vous en avez coché 3, vous avez perdu la partie. Voilà, c'est tout simple, Zynga. Il y a vraiment... C'est quoi le truc au milieu avec plein de... Là, le 9 bleu, alors oui, pardon, j'ai pas précisé le but du jeu. Le but du jeu, c'est de faire un alignement en fait de 5 cases. Donc si vous faites une ligne de 5 cases identiques, enfin 5 cases alignées horizontalement ou verticalement ou même en diagonale, vous gagnez la partie. Le petit 9 bleu, ça sert à quoi? Ça sert à obtenir un bonus via un petit jeton bleu qui vous permettra justement d'annuler le coup d'un joueur si jamais vous sentez qu'il est en train de gagner. Et vous utilisez le jeton bleu et vous dites non, tu cocheras pas ce tour-ci. Voilà. Par contre, du coup, vous n'avez plus le jeton. Voilà pour Zynga, et on va enchaîner du coup derrière le comptoir. Et nous voilà derrière le comptoir pour l'actu JDR. Actu presque JDR quand même, parce que on n'a pas le talent d'Antoine. Ça va être approximatif. On a reçu ceci, donc Aria, le codex de la guerre des 2 royaumes. De ce que j'ai compris, de ce que j'ai vu à l'intérieur, c'est que c'est un récapitulatif. Ouais, ça retrace quoi. Voilà, illustré, ça retrace des parties de jeux de rôle par la chaîne Game of Roll. C'est ça? Oui. Ouais, de ce que j'ai lu derrière, en tout cas sur Twitch. Et du coup, dedans, vous avez tout retracé, leur histoire en fait, du jeu de rôle, toutes les parties qu'ils ont faites, c'est retracé à la fois en quelques résumés avec des textes et aussi un petit peu soutenu par des illustrations. Voilà, dans l'univers évidemment de Aria, le jeu de rôle. Il y a des belles illustrations, donc je ne l'ai pas vu. Voilà, je sais pas si on les verra bien, mais c'est cool, c'est un petit côté Minas Tirith. Voilà, ça c'était pour Aria, le codex, pour ceux qui sont intéressés. Tiens, on a reçu aussi du supplément, donc on va passer très vite sur les suppléments, mais c'est un supplément Xeno Archive, il y en avait déjà, je savais même pas qu'il y en avait déjà 2, parce que visiblement là celui-là c'est le 3, mais il y a un Xeno Archive, donc supplément pour Starfinder, voilà. Je ne sais pas trop ce que ça rajoute. Antoine, aide-nous si tu nous entends. Ça rajoute quoi Antoine? Mais bon. Sûrement des histoires. Alors attends. C'est du supplément de toute façon pour Starfinder. La professionnelle, plus d'une centaine d'étranges formes de vie. Voilà, douzaine de races accompagnées de règles complètes, nouvelles technologies extraterrestres et nouvelles règles pour obtenir un compagnon de voyage. C'est pas Antoine qui aurait lu le dos du livre.
Ouais, ben, au moins moi je l'ai lu, monsieur. Voilà. En autre bouquin de JDR, on a reçu le guide du maître pour Mutant and Mastermind. Voilà. The Mastermind. Mastermind. Voilà. Donc ça c'est pour aider notamment le MJ à faire évoluer les joueurs dans cette aventure de super-héros. Ça vous aide à créer des campagnes en fait. Voilà. Donc ça va surtout aider le maître du jeu du coup. Oui. Autre supplément pour ce coup-ci Pathfinder avec le bestiaire 3. Il y avait le bestiaire 2. Et comme on n'a jamais assez de monstres, on a un bestiaire 3. Voilà. Qu'est-ce qu'ils arrivent à inventer encore? Mais il y a plein de trucs sympas. Oh, il y a un gars, il a des bras là où il faut pas. Regardez. On dirait un homunculus. Je le comprends pas cet homme. Et en vrai, il faut être... genre, je suis sûre, ils embauchent des gens exprès qui ont... Les illustrations sont cool hein, quand même. Qui ont de l'imagination. Genre en disant, hé, ah oui, un bison. Est-ce que vous n'aviez pas ça déjà? Un bison, c'est une espèce totalement incroyable, inconnue et originale. Non, vraiment, c'est... Dans le bestiaire 3, le bison. Ah, il me le fallait celui-là. Là, vous êtes tombés sur un bison, les gars. Et il y a la vache des mers. On a reçu également Cthulhu Confidentiel. Donc ça, j'avais lu un petit peu le pitch. De ce que j'ai compris, c'est que c'est un système de jeu en fait en 1 contre 1. C'est-à-dire qu'il y a le maître du jeu qui fait vivre une aventure. Donc là, c'est plutôt de l'enquête dans les années 30-40. Donc il y a des scénarios fournis à l'intérieur, des fiches de perso. Et c'est un système de jeu en one-to-one, ils appellent ça. Et c'est un système de jeu qui est, on va dire, intéressant pour ceux qui veulent faire du jeu de rôle à 2. Et donc il y a plein de petits conseils, notamment pour diriger un joueur. Et pour pas, vu que c'est de l'enquête, trop le frustrer dans son blocage en fait sur les différentes choses à résoudre en termes d'énigmes dans l'avancement de son aventure en gros, dans l'avancement de son enquête. Et donc il y a plein de petits détails au début pour aider le MJ à soutenir son joueur et à l'aider à avancer. Et ensuite ça va être essentiellement des scénarios à résoudre. Donc là j'en ai vu, il y en avait 2, il y en a 3 pardon. Il y a Un sommeil insondable, pas facile à dire, Fréquence fatale, La couleur du Capitole, voilà. Et après, il y a plein de petits suppléments dedans à l'intérieur pour du contexte, pour vous donner un peu de lore, un peu d'aventure sur l'univers, notamment un peu plus fourni sur Lovecraft et du coup sur les créatures de Cthulhu. On pourra plus maintenant dire non, il n'y a pas de JDR qui se joue à 2. Bah, techniquement, non. Mais déjà, il y avait du jeu de rôle solo que j'avais vu avec Antoine. Mais du coup, il n'y avait pas de JDR à 2, parce qu'à chaque fois, je disais à 2, non, puisqu'il faut forcément après, MJ et ça fait un seul joueur. C'est nul. Là, maintenant, j'aurais même plus le droit de dire ça. Ça me plaît bien, même si j'aurais aimé une thématique un peu différente. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau JDR, c'est voilà, nouveau JDR sur Cthulhu. Ok. Non, le solo, c'est Ronin. C'est vrai, le solo, c'est Ronin. Cette mauvaise langue. Oui, et un vampire. Chronique d'un vampire millénaire. Tu sors un jeu de rôle one-to-one avec une thématique Hannibal. Moi, je joue quand tu veux, tu vois. C'est pas pour tout le monde. Ouais. Mais ça me plairait plus. On a d'autres trucs là? Oui, tiens. Voilà. Ton gros cadeau là, t'es content, hein? Tiens là. Oh, il a bossé celui-là, hein? Ah oui, ça. Il le connaît en détail. Bah ça, alors, je peux vous dire le dos de boîte. Dans la Grande Jasse, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs avec à partir de 14 ans. Un plateau principal recto verso. On est sur, de mémoire, on est sur 90 minutes à 120 minutes de partie. Bon, déjà la Grande Jasse, c'est de qui? C'est bien ça de le dire. C'est un jeu de Aude et Mike. Et le mode solo, c'est David Turkzy, qu'on connaît souvent pour les modes solo très développés. La Granja... Et John Albertson. Ah, il y a John Albertson. Et avec Aude aussi, qui est aussi visiblement l'auteur du jeu. Un des auteurs du jeu. Par contre, les illustrateurs, je suis désolée, mais non. Trop facile. C'est illustré par Agnieszka Dabrowska et Zbigniew Gelter. C'est pire que les noms dans Scoventi. La Granja, pour faire simple, en gros, vous gérez un peu comme Agricola, une sorte de ferme familiale. Vous allez essayer de la gérer au mieux, une ferme agricole. Et c'est un jeu essentiellement, un gros jeu de gestion de ressources qui est sorti je sais plus quand. Il y a longtemps, on va dire il y a longtemps. Il y a longtemps, honnêtement. Il y avait une ancienne version qui n'est plus trouvable je crois à part d'occasion. Et maintenant ils ont ressorti, donc Pixie avec Board and Dice ont ressorti une version deluxe où le matos est flambant neuf. Vous avez quelque chose de moins marronasse comme il y avait à l'époque. Maintenant c'est beaucoup plus clair. C'est une grosse boîte, pourquoi? Parce qu'il y a plein de modules à l'intérieur, ils ont vraiment mis le paquet sur le matos. Et surtout les modules, et notamment ils ont agrandi un peu le plateau. C'est lourd, j'aurais pas dû faire ça. Ils ont agrandi le plateau en fait de façon à ce que ce soit beaucoup plus lisible. De mémoire, il y avait un système en fait de dés de 6 qu'on lançait et qu'on répartissait dans différentes zones, ça octroyait des actions, on récupérait ces dés-là pour
récupérer, déjà pour faire les différentes actions, et ensuite pour récupérer des ressources qu'on pouvait revendre au plus offrant. On gérait sa ferme un peu comme à la Agricola. Voilà. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, c'est vraiment un jeu qui est destiné à des joueurs un peu plus spécifiques, avertis. Il n'y a pas tout le monde qui va nous le demander. Voilà. Surtout, cette boîte attend les joueurs... Oui. Les joueurs qu'ils veulent. Les vrais joueurs, enfin les vrais joueurs. Les joueurs qui le veulent. Voilà. Et surtout avec un budget minimum conséquent. C'est 100 € la boîte. On dit pas ça. J'ai représenté Galzir, c'était 100 € la boîte. C'est vrai. Bon, une boîte plus petite. Oui. Et en prix aussi. Mais ça, c'est une extension. Oui, c'est une extension de HeroQuest, la lune de la terreur, pack de quêtes. Donc, comme le dit le nom, ce sera surtout des quêtes en plus, même si vous avez toujours des figurines en plus, de méchants, de monstres. C'est principalement, il y a combien déjà? 10 quêtes. Mais voilà. C'est toujours l'intérêt des extensions d'HeroQuest, c'est de rajouter des méchants, des monstres, des héros aussi. Des tuiles, des scénarios. Et là, vous avez des meubles. Oh là là, les commodes. En fait, c'est exactement comme un supplément de JDR, sauf qu'ils ont mis des figurines avec, quoi. Non, mais il y en a des trop belles. Vous voyez, il y a des translucides là pour les fantômes. Et puis il y a des commodes, mon gars. Moi, je les veux chez moi. Elles sont trop belles. Bon, bref. Voilà. La lune de la terreur et... Une autre extension. Une autre extension. Et je t'ai dit que je voulais aller chercher la boîte de démo ouverte. Voilà, et tu l'as pas fait. Comme d'habitude, il m'interrompt. Je perds le fil de mes pensées. Tu veux aller chercher pendant que tu parles? Non, j'y vais. D'accord. Tu feras une accélération. Mais non, je vais pas faire d'accélération. Ils vont patienter avec moi. C'est eux qui vont accélérer. Alors, cette extension, c'est une extension pour Northgard. Si vous ne connaissez pas Northgard, c'est un super jeu d'exploration, de conquête, de majorité, de gestion de ressources avec un petit peu de deck building. Vous utilisez des cartes d'action, enfin des cartes que vous allez recruter pour faire des actions, en gros. Là, c'est une nouvelle extension qui va rajouter de l'asymétrie et Alice est déjà revenue. Oh, je croyais qu'il était en train de vous faire une blague pourrie. Non, ils en ont assez. Allez, doucement au micro. Pardon, mais t'as qu'à le poser, hein. Alors, ce qui est magnifique, la symétrie, parce que chacun va avoir ses pouvoirs de clan maintenant, avec en plus sa figurine de chef de clan. Et donc, chaque chef de clan, en plus d'avoir une figurine trop belle, aura un nom, aura une petite histoire et sa spécificité. Vous allez avoir des plateaux de clans modulables, où vous avez d'un côté les phases de l'année, voilà, des petits pouvoirs, tout ça, mais surtout... Je suis un peu essoufflée, moi je fais 5 mètres en me pressant et du coup vous avez des clans différents avec les héros ici qui ont chacun leur pouvoir. Par exemple le clan du sanglier dirigé par Svarn. Pouvoir de chef lorsque Svarn combat dans un territoire ouvert ou marqué d'une icône bois, sauf bâtiment, il vaut 3 H. Voilà, mais il a aussi un pouvoir de clan, en plus de son pouvoir de chef. Pas mal. Voilà, et vous avez du coup les petites cartes avec d'amélioration de clan. Voilà, je vais refaire un tour de comptoir. Très bien. Pour montrer les figurines de près, parce que pourquoi j'ai couru? Ok, mais ok. Pour montrer les figurines. Je peux te les donner de l'autre côté. Ah oui. C'est toute une organisation, hein. Antoine, où es-tu? Vous allez voir ma sale tête de près là. Hop. J'espère que ça va bien faire le point par contre. Parce que sinon ça sert à rien. La séquence que vous êtes en train de voir ne sert à rien si ça fait pas de focus. Voilà, monsieur. Oui, alors ceux qui s'en fichent des figurines zappées, hein, voilà. Il y a monsieur là. Oh, il a des grandes manches. Ça doit pas être pratique pour combattre. Alors lui j'ai pas compris parce qu'il est sur aucun clan, il n'y a pas de clan avec... Ça c'est un animal je pense qu'on peut trouver. Ouais, quand tu fais de l'exploration... C'est pas un chef de clan. Quand on fait de l'exploration, normalement tu tombes sur des animaux sauvages. Hop là, monsieur avec les haches là, qui gagne 3 haches s'il a du bois là. Hop. Ah, on arrive vers mes préférés. Il n'y a pas la meuf? Si, je t'ai déjà donné, tu l'as déjà montré. Celle-là? Ouais, je t'ai déjà montré. Oh là là, elle est trop belle. Il y a elle avec son gros bouclier et ma favorite. Je crois qu'elle s'appelle Yue, je sais plus quoi. C'est une fauconnière. Trop stylée. Bon, maintenant que je vous ai embêté jusqu'au bout, je repars de l'autre côté. Bah c'est bon? Bah oui. Bah oui, on a fini en beauté. Enfin, pas tout à fait, il y a le focus juste après. Donc on vous dit pas à bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux. On vous dit à tout de suite.
Et salut à tous, bienvenue dans ce focus sur Far Away, une prochaine sortie, une très belle avant-première chez Catch Up Games qui ont entre autres édité Cubosaur et Q-Birds, mais aussi Sylve, mon amour. Ça sera distribué chez BlackRock. Je dis un grand merci à Mathieu de chez Catch Up Games pour s'être débrouillé pour m'avoir cette boîte, comme vous le voyez, prototypale. Hein. Ce qu'on va vous montrer, c'est du prototype qui a déjà ses illustrations finales par Maxime Morin, qui a fait entre autres Codex Naturalis et Petit Peuple. Ouais. Mais voilà, c'est un proto, hein, ça se voit. Et merci pour cette belle avant-première qui arrivera plutôt fin septembre. Qu'est-ce que Far Away? Assez rapidement, c'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans parce qu'il y a un twist de scoring qui vous retourne le cerveau, même si le jeu lui-même est assez simple à prendre en main. Et c'est 30 minutes de jeu environ. Le petit lore, c'est qu'on est sur un continent mystérieux qui s'appelle Alula. Et en fait, c'est un continent qui bouge tout le temps, qui change tout le temps. Et nous, on est des cartographes et on fait le tour de ce continent non-stop pour refaire des cartographies, rencontrer les peuples. Et à la fin, il faudra avoir le plus de renommée possible par rapport aux autres adversaires. Voilà, je te laisse la main sur les mécaniques. Exactement. Moi, toi, tu fais tout le lore, mais moi, je fais les mécaniques. Toujours. La mécanique du jeu est pas très compliquée. On va avoir un jeu qui, en fait, dure 8 manches. Et à chaque manche, on va dérouler 3 phases très simples. La première phase consiste à jouer une des 3 cartes qu'on a en main, face cachée, et simultanément tous les joueurs font ça. On la révèle. Quand on révèle la carte, on passe à la deuxième phase, où la deuxième phase en fait consiste à regarder si la carte qu'on vient de jouer est supérieure à la carte précédente, de la manche antérieure. Et si c'est le cas, ça nous permet de récupérer éventuellement des cartes de sanctuaire. Enfin, la troisième manche, c'est tout simplement en fait de regarder, en commençant par le joueur qui a joué la carte la plus petite, donc la plus petite valeur. Puis dans l'ordre croissant, chacun va pouvoir récupérer une carte qui est présente au centre de la table sur la rivière de cartes, qui est toujours composée du nombre de joueurs plus 1. Une fois que tout le monde a récupéré une carte pour recompléter sa main à 3... Ça, c'est les valeurs. Exactement. Une fois qu'on a récupéré une carte pour recompléter sa main à 3, on renouvelle la rivière de cartes. La carte qui était en trop, on l'a sortie du jeu. Et on recommence le processus jusqu'à avoir joué 8 cartes devant soi. Alors, on va rentrer un peu dans le détail des cartes, parce que c'est vraiment... le cœur du jeu, parce que la carte, donc on va regarder plutôt de plus près maintenant une carte, ça me permettra de vous expliquer un petit peu l'iconographie d'une carte. Donc déjà les cartes existent en 4 couleurs, on le voit sur la rivière de cartes normalement, il y a bleu, vert, jaune et rouge. Il va y avoir notamment 3 symboles importants qu'on va retrouver sur ces 2 cartes. Le premier symbole ici de ressources qui va être ce qu'on appelle un minéral. Le règne minéral. Ça c'est un règne minéral, ça c'est un règne végétal, et là on a le règne animal. Ces icônes-là, ces ressources-là seront intéressantes, notamment pour marquer des points, ou du moins pour concourir à un marquage de points. Je m'explique, ici par exemple cette carte-là, donc elle a une valeur de 17, elle rapporte un minéral, en fait un règne minéral, et elle peut, pour chaque minéral visible à la fin de la partie, me faire 3 points, ce qui est très intéressant. Mais pour ça, la condition est rappelée ici, il me faut visible, j'insiste sur le mot visible. On verra plus tard pourquoi. 2 symboles, qu'on appelle nous de chèvres, mais qui sont en fait des symboles de règne animal. Alors pour nous ça, c'est plutôt une pierre bleue, une flamme bleue, et il y a un ananas. Et l'ananas, voilà, nous on a retravaillé ça. Vous avez une autre icône ici qui est importante, c'est notamment pour lorsqu'on pioche des quêtes. Donc j'y reviens sur sanctuaire, mon cher. On visite des sanctuaires. Et c'est notre vocabulaire, mais il y en a un vrai. Autant pour moi. Donc je reviens très rapidement sur la mécanique de jeu. Donc première phase de jeu, on choisit une de nos 3 cartes en main et on la joue face cachée simultanément. Puis ensuite on révèle. À partir du moment où on révèle, on regarde la seconde phase où là justement, si je suis dans ce cas-là, dans le cas où j'ai joué un 4 au tour précédent, à la manche précédente, puis un 53, 53 est donc supérieur à 4, je vais du coup pouvoir piocher une carte sanctuaire. Je vais en piocher une de plus pour chaque icône qui représente en fait le symbole de sanctuaire. Donc là on le voit notamment sur le dos de la carte sanctuaire et sur cette carte là par exemple. Donc dans cette situation là je piocherai une carte parce que j'ai joué supérieur, pardon, comme ça. Oui, comme ça. Voilà, dans ce cas là j'ai joué la carte 53, j'ai joué une carte supérieure à 6, je pioche donc une carte de sanctuaire plus une par icône présente sur mes cartes que j'ai joué devant moi. Donc au fur et à mesure de la partie, hop, on va jouer différentes cartes et on va en jouer jusqu'à 8. Là je vous fais une mise en place classique. Mise en place. Une situation de fin de partie, j'ai joué 8 cartes, donc je les ai jouées de gauche à droite, de haut en bas. On va ensuite, pour calculer le scoring, retourner toutes nos cartes, sauf évidemment la dernière qu'on a jouée,
Ça, c'est un conseil pour faciliter le scoring. Et Exactement. très sincèrement, on vous conseille de le On faire. vous conseille de le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, à partir du moment où vous avez retourné toutes vos cartes, vous allez compter, à partir de la dernière carte que vous avez jouée, les points que vous faites. En respectant évidemment, comme je disais, les contraintes. Donc là, par exemple, ici, je ne score rien, parce que cette carte-là me donne juste des ressources. Si je retourne cette carte-là, et bien là maintenant, je vais regarder le nombre d'ananas, donc de règne végétal que j'ai devant moi. Et là, par exemple, chaque règne végétal visible me fait 3 points. C'est-à-dire que si plus tard, dans mes autres cartes qui sont face cachée, je les révèle, cette carte-là vient d'être scorée. Elle sera encore. Voilà, n'importe quelle autre carte qui révélerait du règne végétal ne me ferait pas marquer 3 points. Je vais continuer ainsi de suite. Parfois, il y aura des conditions, et c'est là où c'est important, c'est que par exemple, si je révèle une carte comme ici, où là, par exemple, on me demande 2 règnes animal, et bien malheureusement, ici, je n'ai pas 2 symboles de règne Et animal. non, on n'a qu'un. Et donc du coup, cette carte-là ne score absolument rien. De toute façon, même si elle scorait, elle m'aurait fait que 3 points, parce que je n'ai qu'une icône comme ça visible. Ne quitte pas, je vais tout de suite quitté. montrer par exemple... J'ai pas quitté, voilà. Je vais montrer par exemple les cartes. Donc ça, c'est les cartes en fait qu'on récupère Sanctuaire. des cartes de sanctuaire. Et donc ces cartes-là, vous voyez, peuvent avoir des couleurs et donc peuvent avoir un impact sur le scoring. Et notamment, comme ce sont des cartes qui sont tout le temps face visible en dehors de votre chemin, et bien du coup, elles contrôlent tout le temps. Donc là, par exemple, cette carte-là, si je valide, ce qui n'est pas le cas là, mais si en admettant que je le valide avec cette condition, je marquerai 3 points par icône visible. Et donc du coup, là, j'en ai une. Là également, j'en ai une. Et là également, j'en ai une. Donc là, déjà, 3 ça me fait 9 points. Ça vous permet d'avoir des ressources et autres conditions non-stop en fait pour le scoring. Elles Exactement. sont toujours visibles. On continue à filmer. C'est un peu des jokers. Et une fois qu'on a scoré toutes nos cartes, bah on va scorer nos cartes de sanctuaire. Et oui, il y a les cartes de sanctuaire qui vont scorer. Par exemple ici, 1 point par icône de, vous savez, de quête visible. Donc j'en ai un ici, j'en ai peut-être un autre là, j'en ai un autre ici, un autre ici. Voilà. Voilà, pas mal. Donc voilà. Ça se voit que tu as préparé ton scoring. Il y a notamment des moyens de gagner des symboles de nuit ou de jour. Ça c'est important, on l'a pas spécifié, mais il y a des cercles ici qui sont jour et des cercles ici qui sont nuit. Ça peut avoir une importance dans les cartes qui vous font Le scorer, scoring. si c'est jour ou si c'est nuit. Il y a les couleurs, des fonds. Là par Exactement. exemple, 1 point pour les oranges, jaunes, des choses comme ça. Exactement. Et voilà. C'est ça en fait, tout le twist, Ouais. c'est de programmer à l'envers. C'est ça, en fait, c'est très subtil comme jeu parce qu'en fait, vous avez envie de jouer petit parce que les cartes petites, à la fin, vont vous octroyer des ressources. Donc, vous jouez gros au début parce que c'est des conditions qui vous donnent beaucoup de points et vous savez que vous allez les avoir à la fin. Donc, les petites Vous cartes qui ne espérez. rapportent pas grand chose, vous allez vouloir les jouer à la fin. Mais si vous descendez en termes de croissance de cartes, si du coup vous êtes en mode décroissant sur votre ligne, vous ne récupérez jamais de sanctuaire parce que je rappelle qu'il faut jouer au-dessus de la valeur précédente. Pour avoir accès au sanctuaire, ouais. Donc c'est ça qui est compliqué parce que les sanctuaires donnent quand même de nouvelles icônes, de nouvelles couleurs, Des objectifs. des objectifs, Des donc fois, ouais. des moyens de marquer des points. Donc c'est vraiment un juste milieu en fait. Il faut essayer, je pense, de jouer gros, puis après petit, puis après gros, puis après petit. Comme ça vous permet de Après, quand récupérer. on recompte à l'envers, on est genre, mais oh là là, Ouais. en fait, j'ai compté à l'envers quand je révèle celle-là. Exactement. En fait, les ressources dont j'ai besoin, elles sont après. Du C'est coup, je ça. suis totalement. C'est vrai que sur les 3 dernières cartes, là, on commence un peu à trembler parce qu'on se dit ah ouais, mais en fait celle-là, elle va pas Elle va scorer jamais parce qu'en se- fait j'aurai jamais, à moins qu'il me laisse cette carte-là. Et c'est là qu'on Ouais. commence à regarder le jeu des autres et qu'on se dit ok, il aura besoin de ça s'il veut scorer ça, etc. Sachant qu'en plus, les 3 ressources sont pas. Oui, tout à fait, on l'a pas dit, mais la récence les avocats, de- moi. Les ananas sont rares. Ça devient un avocat. Oui, la récurrence, non, la récence. La récurrence des ressources est très différente parce qu'en fait, les ananas. les Le règne le végétal. règne végétal est beaucoup moins présent que le règne animal et le règne animal est beaucoup moins présent que le règne minéral. C'est pas l'inverse? Non, c'est ça. Ah oui, c'est Ils ça. sont moins présents. En fait, Ouais. ou alors je vous le fais. Ouais, voilà, c'est même moi, mon cerveau, il est à l'envers. Mais c'est ça, du coup, il y a une récurrence des éléments qui n'est pas totalement. Ouais, et quand Fanny, elle a pris tous les ananas, on l'a senti passer. Hein. Moi, Oui. à la fin, je pouvais rien scorer Mais parce du qu'il me coup, manquait des ananas. C'est intéressant parce qu'on peut faire des gros scorings, ne serait-ce que sur 3 cartes en fait, parce qu'on a rempli, toutes les autres nous servent à rien, juste à remplir les conditions des prochaines qui arrivent. Et ça, Ouais. pour le coup, c'est un, En fait, vers la petit twist fin, original quoi. c'est soit tu fais des trucs qui font des points, mais c'est risqué, soit Oui. en fait, tu joues que des cartes de ressources. Comme ça, au début, certes, quand tu les retournes et que tu les scores, elles te rapportent rien, parce Oui. que c'est que de la ressource, mais elles vont te permettre d'aller scorer les premières grosses que Exactement. tu as posées au Donc il y début. a vraiment une Enfin, faut réflexion essayer, quoi. inverse un peu. Donc c'est vraiment. C'est ça vraiment qui fait une- que c'est 12 plus. Oui. C'est ce- Mais après, c'est pas une mécanique complexe. Ah hein. non. On est vraiment sur une mécanique de je joue une carte, je regarde si c'est plus grand, je récupère une ou plusieurs quêtes. Et après, je prends. Je récupère. Donc l'intérêt de jouer petit, c'est de pouvoir récupérer une carte qui vous intéresse évidemment. Ouais. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, Oui. c'est que bah, vous pouvez faire croissant, décroissant, on s'en fiche en fait dans le. C'est ça, que- exactement. C'est pas comme The Game ou des trucs comme Oui, ça. mais quoi, non, vous c'est- n'êtes pas obligé de jouer en
entièrement en croissant, c'est juste qu'à chaque fois, c'est récompensé si vous le faites. Si vous jouez une carte supérieure à la précédente, c'est récompensé. Si la prochaine est inférieure, c'est pas grave, mais du coup vous récupérez pas de sanctuaire. Exactement. Non, c'est très malin, hein. On dit bravo à Johan Goupy et à monsieur Corentin Lebras, les deux auteurs que je n'ai pas mentionné au début parce que je suis une très mauvaise ludicaire. Tu l'as appelé ? Non, j'ai parlé de monsieur Morin. Mais pas de... et de Mathieu de Catch Up Games. Et ben mais voilà, Johan Goupy qui entre autres a fait Trek 12 avec monsieur... Non, Johan Goupy il a fait Auricalc. Merci Auricalc avec Bruno Catala. Et Corentin Lebras a fait Trek 12 avec monsieur Catala. Voilà, merci. Mon cerveau est à l'envers, vous l'avez remarqué, il est tard. Et c'est bientôt les vacances d'ailleurs. Ouais, c'est le dernier focus où vous nous voyez, je pense. Je pense avant un moment. On finit en beauté avec ce petit Far Away. Parce qu'après, on sera Far Away. À bientôt, je suis Bordeaux.